Les gens qui travaillent dans ces structures, ils sont pas prêts pour nous accueillir. Ils n'ont pas cet amour de recevoir. Ils les font parce que c'est une terre d'asile. Ils n'ont pas le choix. Je viens de la RDC. Je suis arrivée en France par rapport aux manifestations politiques. J'étais chargée de communication d'une partie politique qui n'était pas pro le gouvernement en place. J'avais des pressions, j'ai été arrêtée plusieurs fois. J'étais suivie, j'avais des filatures et tout. J'ai une famille. C'est là qui m'a permis de ne pas rester au pays parce que j'étais poursuivie par l'autorité en place. Vu que j'étais fichée partout, j'étais déguisée pour traverser de l'autre côté du Congo-Brazzaville. C'est juste le fleuve qui nous sépare, c'est 20 minutes en canot rapide. Je suis restée là-bas pendant 1 mois avant d'attendre comment est-ce qu'on pourrait me trouver un passeport d'emprunt. J'étais pas restée calme parce qu'il y a l'Interpol. Si du moins on me voyait que je sillonnais dans le pays, on devait me rapatrier. En prenant l'avion aussi de l'autre côté, je m'étais déguisée pour arriver jusqu'en France. Donc je suis arrivée en mars 2018. Arrivée en France, déjà les personnes qui devaient récupérer les passeports m'attendaient à l'aéroport. Après, je leur ai dit je vais où? Et ils m'ont dit, on s'arrête là parce que nous, on devait juste récupérer ton passeport. On va restituer à son propriétaire. J'étais dépaysée, mais comme j'avais un numéro en tête, j'ai demandé quelqu'un, est-ce que je peux appeler ce numéro? C'est lui qui a appelé la personne. Et c'est un compatriote congolais qui m'a reçu. J'avais juste quelques zéros. On m'a donné à l'aéroport quand je partais. C'est ça qui m'a permis de payer mon transport. Quand j'étais accueillie chez cette famille congolaise, je suis restée là-bas 1 an. Ils m'ont dit, il faut que tu demandes d'asile. Parce que tu es ici, tu n'es pas enregistré, la France ne te reconnaît pas, tu peux pas circuler comme ça. Quand j'ai demandé l'asile, c'était pas d'un coup que les 115 m'a hébergé tout de suite. J'ai appelé tout le temps les 115 pour leur demander de me loger. Après, les 115 me posaient des questions qui je m'énervais tout le temps avec l'agent qui me recevait. Est-ce que madame, tu es enceinte? Je disais non. Madame, est-ce que tu as des enfants avec toi? Ah ben, je disais non, elle m'a dit, tu vas encore te débrouiller parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de place. Là, j'étais obligée de retourner dans cette famille parce que je ne pouvais pas dormir dehors. Si les 115 demandes étaient rappelées, ils rappelaient, mais tardivement. J'étais à Mélin et que les 115 me donnaient une place à Bulancourt, peut-être. Je leur disais que vous me rappelez à 22h. Et arrivé à Boulogne-Billancourt, j'arrive comment? Parce que déjà là, les temps de trajet et tout ça, tu n'auras plus de métro, tu n'auras plus de train et tout. Il faut que tu appelles déjà à 7h du matin, tu restes en communication. Tu vas attendre longtemps. Des fois, ils remarqué, il y a l'appel qui entre depuis longtemps, mais ils veulent pas répondre. Tu peux avoir quelqu'un au téléphone et il est en train de rigoler et tout. Ah, madame, il n'y a pas de place. J'ai vite compris qu'il y a les 115 privilégient plus les enfants et les femmes enceintes. Les femmes tombent enceintes pour peut-être éviter certaines choses. Parce que vu que déjà les 115 te dit au téléphone et que madame, tu es enceinte, dis-toi bien que cette femme, demain après-demain, il va chercher à tomber enceinte pour être hébergé. Tu vas dormir dehors, tu sais pas ce qui va t'arriver. T'es pas habillé décent parce que t'as pas d'habits, t'as pas où loger, où se laver. Tu vas te croiser avec différentes sortes de gens qui ont bu, des gens qui ont des problèmes psychologiques. Donc c'est très 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 compliqué. Il y a des hommes qui vont profiter de toi parce qu'ils savent que t'as pas là où habiter. Tu vois, la violence sexuelle par là, ça va surgir. On est tellement faible dans toute situation qui va se présenter devant nous. On ne sait jamais, tu peux croiser des hommes qui vont te prendre et à n'importe quel moment. Moi, grâce à Dieu que cela m'est pas arrivé, mais il y a des femmes qui me parlaient de leur situation. J'ai été violée, les violences et tout. Ça faisait trop mal même aux travailleurs sociaux qui nous recevaient là-bas au 115. Ça m'est arrivé une fois, j'ai passé la nuit à Gare de Lyon. La 115 m'avait pas pris cette journée-là. Les faits de rester dehors toute la nuit, là, ça m'a fait trop, trop mal. Et c'est ces jours-là que j'avais voulu demander le retour volontaire. Vu les conditions d'accueil, d'hébergement, qui est très très difficile. Si vraiment vous sentez que vous ne pouvez plus rester ici, vous allez demander un retour au niveau de l'OFI et ils organisent ton retour. Je suis allée à l'OFI, j'ai dit ok aujourd'hui, soit l'OFI me donne une place, soit je demande un retour volontaire tout de suite. À 5h, j'arrive, je voyais que j'étais dans des 40e personnes. L'OFI ouvre à 9h. Et ils partent en pause. À 13h, j'étais pas reçue. Ces jours-là, je me suis dit, j'étais la 40e, ils recevaient la 37e personne, j'en pouvais plus. Je me sentais déjà pas trop bien, j'avais mal à la tête. Du coup, quand je suis entrée, et la personne qui m'a reçue, il m'a reconnue juste. Il m'a dit, mais madame, c'était ici la semaine dernière. J'ai dit, oui, j'étais ici la semaine dernière. Franchement, j'ai besoin d'une place d'hébergement. Ou soit j'ai demandé un retour volontaire, si vous voulez. Oui, il n'y a pas de souci, on pourra te donner un retour volontaire. Il faut qu'on organise les choses, tu prends un rendez-vous et tout. Après avoir fini notre conversation, j'avais une violente maux de tête
qui a fait en sorte que je sois terrassée et tout, j'étais par terre. L'OFI pensait que c'était une blague, au fait. Donc, quand je suis réveillée, j'attendais les agents de l'OFI dire que non, ah, les demandeurs d'asile sont toujours comme ça, quand ils cherchaient une place. J'ai fait une rupture d'anévrisme. C'était le stress qui a fait en sorte, qui a généré tout ça. Quand ils ont su après, c'était vraiment grave et ils étaient choqués. Ils appelaient tous les jours à l'hôpital. J'ai fait des mois à l'hôpital. Le médecin dit que non, madame, il faut que tu sortes parce qu'on voit que tu es déjà en bonne santé. On va te donner le billet de sortie. J'ai dit, ah ben, je sors pour aller où? Mais madame, t'es pas chez toi? J'ai dit, je suis pas chez moi, je dors dans les 115. Les médecins étaient vraiment choqués. Il a dit, mais vu ce qui cette dame a eu comme maladie, vu qu'on est en convalescence, elle pourrait pas rester là-bas. Là, il faut trouver la solution pour elle. C'est à ce moment que l'assistance sociale a repris contact avec l'Office français d'immigration et d'intégration, l'OFI. Tout de suite, ils m'ont trouvé un centre d'hébergement pour demandeurs d'asile. Là-bas, il y a des travailleurs sociaux, c'est eux qui t'accompagnent. Aujourd'hui, j'ai un statut de réfugié. J'essaie de vivre comme tout le monde. Je sais que c'est un pays qui m'a reçu. Je dois suivre les lois et les normes pour bien vivre dans ces pays, pour être en paix avec les autorités, tu vois. Mais après, vraiment, cette structure de ne pas bien recevoir les gens qui travaillent dans ces structures, ils sont pas prêts pour nous accueillir. Ils n'ont pas cet amour de recevoir. Ils les font parce que c'est une terre d'asile. C'est une convention qui a été signée depuis des années et tout. Ils n'ont pas le choix. C'est pas en rien qu'on part de notre pays venir ici. À un moment donné, il faut vraiment avoir de l'empathie. Je crois qu'ils essayent un peu d'améliorer. En ce moment, l'OFI essaye un peu de structurer les choses. Ils imposent l'hébergement aux personnes qui demandent l'asile. La France n'est pas que Paris. La France n'est pas que l'Île-de-France. La France, c'est grand. Vous passez à l'OFPRA. C'est le seul OFPRA qui est toujours ici en Île-de-France. Si vous allez à la Cour nationale des droits d'asile à Saint-Déa, c'est toujours ici. Si au moins, ils peuvent élargir cette structure, le mettre dans les provinces et que quand les gens arrivent, ils sont directement là-bas. Comme ça, ils suivent leur dossier là-bas. Parce que quand vous hébergez les gens hors de Paris et qu'ils vont passer à l'OFPRA pour l'entretien, c'est quelqu'un qui habite en province et qui vient ici pour faire le même démarche que quelqu'un qui habite en Île-de-France. La personne qui habite en Île-de-France, qui a avantagé, ils peuvent étendre ses champs, mettre ses structures dans des provinces. Et quelqu'un qui habite là-bas, il s'arrête là-bas, comme ça, il fait sa vie tranquillement. Quand j'étais au pays, j'ai fait le journalisme, j'ai travaillé dans une banque pendant 7 ans. Je suis arrivée ici en France. Tout ce que tu as fait comme étude, malgré qu'ils ont vérifié, parce qu'ils prennent le temps de vérifier, est-ce qu'ils pourront directement te placer, soit après la formation, tu pourras juste trouver un travail qui va te plaire, ça non. Donc, j'ai commencé petit. J'ai commencé comme étant agent d'exploitation logistique. C'est un travail dur. Je me levais à 2h du matin, vu que j'avais un bus à 3h35. Quand vous arrivez là-bas, il faut attendre le bus qui me ramenait de la gare à mon travail. On pouvait attendre 30 minutes, 45 minutes. Vous restez sous les francs dans la gare. Ce travail m'a permis en fait que mon employeur puisse financer la formation attaché à les ressources humaines. Quand vous vivez dans un centre d'hébergement pour demandeurs d'asile, quand tes 2 pieds sont pas sur terre, tu n'auras pas cette envie-là de bien vivre. Mais aujourd'hui, la situation a changé. Je devais sortir du centre d'hébergement pour demandeurs d'asile parce que je ne m'étais pas entendue avec ma directrice. J'ai trouvé la solution avec Singa. C'est une structure d'hébergement qui héberge les personnes réfugiées, chez les particuliers, où je vis jusqu'aujourd'hui. C'est vraiment une famille très, très sympa. Ma vie a changé, a pris une autre forme. Donc, je me suis fait des amis, j'ai un logement, j'ai un travail. Là, j'ai entamé les démarches pour faire venir mes enfants. J'ai fait le gros groupement familial, vu que j'ai un statut de réfugié. C'est en attente de la réponse. Là, j'attends. Aujourd'hui, vous me voyez sourire, mais quand je vous dis 2 ans en arrière, je ne saurais pas, j'étais trop triste. Pour faire un parcours migratoire, il faut avoir des nerfs solides, des nerfs durs. Il faut être très fort mentalement, physiquement, parce que ça demande de l'énergie. Si tu n'as pas d'énergie, tu ne pourras pas y arriver.